Ce livre m'a complètement retourné. J'ai eu l'impression de plonger dans un esprit en état de siège. On parle des Fleurs du mal de Charles Baudelaire. C'est une exploration de la psyché d'un homme en guerre contre son époque, contre la société, et puis surtout, en guerre contre lui-même. Le mot qui me vient, c'est sulfureux. Vraiment, au sens le plus fascinant du terme. On suit Charles Baudelaire qui va devenir l'archétype même du poète moody. Et on ne perd pas une seconde, on plonge directement au cœur du réacteur, le tribunal. Et c'est là que réside le paradoxe le plus fou. On a un livre qui est traîné en justice, condamné pour immoralité. Alors que son but avoué, c'était d'extraire la beauté du mal. C'est vertigineux quand on y pense, non? Complètement. Ça pose une question qui est encore brûlante aujourd'hui. L'art a-t-il le droit de tout montrer? Même la laideur, même le vice, même ce qui nous met mal à l'aise. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est à Paris en 1857. C'est le Second Empire, Napoléon III. Une époque très corsetée, non? D'ordre moral. Exactement. La bourgeoisie triomphe et elle veut des œuvres qui la rassurent, qui célèbrent le progrès, les bonnes mœurs. Et au milieu de tout ça, le 21 juin, une bombe littéraire explose en librairie. Les Fleurs du mal. Et la réaction est... immédiate. Et d'une violence incroyable. Le Figaro publie un article incendiaire, il parle de l'odieux à côté de l'ignoble. C'est cet article qui met le feu aux poudres. Et qui alerte le pouvoir. Et le bras armé de ce pouvoir, c'est un homme, le procureur général Ernest Pinard. Ah, lui. Et il faut imaginer un personnage très rigide, le gardien autoproclamé de la morale publique. Pour lui, la littérature, ça doit être sain, ça doit être édifiant. Et ce qu'il lit chez Baudelaire, c'est une maladie. Du coup, il ordonne la saisie des exemplaires, direct. Ce qui est fascinant, c'est que ce Pinard n'en est pas à son coup d'essai. C'est un chasseur. C'est ça. Quelques mois plus tôt, il a fait le procès de Gustave Flaubert pour Madame Bovary. Et il a perdu, de justesse. On sent bien qu'il a une revanche à prendre. Baudelaire, ça va être sa nouvelle proie. Et cette fois, il ne veut pas la rater. Le 20 août, le procès s'ouvre. L'accusation est simple, brutale. Outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Et Pinard, dans son réquisitoire, est très malin. Il ne critique pas la qualité littéraire. Au contraire, il la reconnaît. Bah oui. Et c'est ça qui, pour lui, rend le livre encore plus dangereux. Il dit que le réalisme des descriptions de Baudelaire les rend d'autant plus immorales. En gros, ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas avoir condamné le vice qu'il décrit. Baudelaire montre la débauche, la noirceur, mais Mais il ne met pas la petite morale à la fin qui dit « Attention, ne faites pas ça, c'est mal il se contente de montrer. Et pour Pinard, ne pas condamner, c'est encourager. ». Le verdict tombe et cette fois Pinard gagne. Baudelaire et ses éditeurs sont reconnus coupables. Il est condamné à 300 francs d'amende, ce qui est une somme énorme pour lui, qui était toujours criblé de dettes. Mais le pire, ce n'est pas l'argent, c'est la mutilation de son œuvre. Le tribunal ordonne la suppression de 6 poèmes. Jugé trop sulfureux, voilà. Et cette interdiction, ce n'est pas une petite tape sur les doigts, elle va rester en vigueur jusqu'en... C'est fou. Presque un siècle. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la Cour de cassation réhabilite Baudelaire et autorise enfin la publication intégrale. Pendant près de 100 ans, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la poésie a été officiellement un livre censuré en France. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait de si dangereux, de si explosif dans ce livre? En fait, tout est déjà dans le titre. Les fleurs du mal. C'est un oxymore, une collision entre deux mots qui ne devraient jamais se rencontrer. La fleur, c'est le symbole de la beauté, de la pureté. Le mal, c'est le péché, la souffrance, la déchéance. Associer les deux, ce n'est pas les fleurs contre le mal, non, c'est les fleurs du mal. C'est la beauté qui naît de la pourriture. Et c'est ça, le cœur de son projet, qui est complètement radical. Il se voit comme un alchimiste. Lui, il transpose ça à la poésie. Il dit « Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. » La boue, c'est la réalité sordide de Paris, la misère, le vice, la mort. Son but, ce n'est pas de fuir tout ça, c'est de plonger les mains dedans pour en extraire une beauté nouvelle, étrange, moderne. Et pour structurer cette quête, il a construit son livre comme une architecture, un voyage intérieur. La colonne vertébrale, c'est la première et la plus longue section. Splène et idéal, le champ de bataille de son âme en fait. C'est une tension permanente, un déchirement. D'un côté, tu as l'idéal, l'aspiration vers le haut, la quête de la beauté pure, de l'art qui élève. C'est le ciel. Et de l'autre, le spleen,
le poids qui nous tire vers le bas. Ce n'est pas juste de la tristesse, hein. C'est un ennui existentiel, une angoisse poisseuse, la conscience du temps qui passe et qui nous détruit. Toute son œuvre, c'est le récit de cette oscillation tragique. Il s'élance vers l'idéal, et puis il retombe lourdement dans le spleen. Et ce sentiment d'être en décalage, un étranger dans sa propre ville, il l'a résumé dans un poème incroyable. L'albatros? L'emblème de la condition de l'artiste. Et l'image est d'une force. Elle vient de son expérience en plus. Jeune, pour le calmer, son beau-père l'a forcé à embarquer pour un long voyage en mer. Un traumatisme pour lui, mais il en a rapporté des visions puissantes, comme celle des marins qui, pour s'amuser, capturent des albatros. Voilà. Et c'est là que tout se joue. Dans le ciel, ces oiseaux sont... Majestueux. Baudelaire les appelle les rois de l'azur. Ils sont dans leur élément souverain. Mais dès que les marins les posent sur les planches du pont, la magie se brise. Le roi devient un bouffon. Ils deviennent gauches et veules, comiques et laids. Et pourquoi? À cause de ce qui faisait leur force, leurs ailes. Leurs immenses ailes de géants, parfaites pour voler, deviennent un handicap monstrueux au sol. Elles traînent, elles les empêchent de marcher. La cruauté des marins est palpable. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime l'oiseau infirme. C'est une scène de harcèlement, d'humiliation. Et la dernière strophe, bien sûr, révèle tout. Le poète est semblable au prince des nuées. Comme l'albatros, le poète est à l'aise dans le monde de l'esprit, de l'idéal. Il hante la tempête et se rit de l'archer. Mais une fois qu'il est ramené sur terre, exilé sur le sol, au milieu des huées, Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Son génie, sa sensibilité. Tout ce qui le rend supérieur, le rend inadapté à la vie en société. cette sensation d'inadaptation, on la retrouve partout. Même dans ses poèmes d'amour, qui n'ont rien à voir avec les romances de l'époque. Ah non, c'est clair. Il ne cherche pas l'amour parfait. Il dissèque le désir, la passion, la jalousie, avec une lucidité presque chirurgicale. On y voit plusieurs cycles, inspirés par les femmes de sa vie. Le plus puissant, c'est sans doute celui dédié à Jeanne Duval, sa maîtresse tumultueuse, qu'il surnommait la Vénus noire. Leur relation était volcanique, faite de ruptures, de réconciliations. L'amour qu'il lui porte est charnel, sensuel, presque animal. Les images qu'il utilise sont d'une puissance et d'une ambiguïté folles. Tantôt, elle est un serpent qui danse, une créature exotique envoûtante. Et tantôt, dans les poèmes les plus sombres, elle devient un vampire qui le vide de son sang. C'est une passion qui le consume. Et en contrepoint total, on a les poèmes inspirés par Madame Sabatier. Pour elle, c'est l'adoration. Elle est un ange gardien, une muse, un amour idéalisé, spirituel. Mais même là, ce n'est jamais simple. Il est tiraillé entre la femme démon et la femme ange. Il explore tout, sans aucun filtre. Et c'est précisément cette absence de filtre qui l'a mené au tribunal. Bon, alors venons-en à ces fameux poèmes censurés. Qu'est-ce qui a pu choquer à ce point? Prenons les bijoux. Le poème décrit une scène intime. Sa maîtresse est nue, sauf ses bijoux qui scintillent. Le regard qu'il pose sur elle est celui d'un peintre. Il admire le jeu de la lumière sur sa peau ambrée. C'est une célébration du corps féminin très esthétique. Oui. Mais pour le procureur Pinard, c'est justement ça le problème. Décrire une femme nue avec ce regard de connaisseur, c'est la réduire à un objet de désir. Il ne voit pas l'art, il voit la lascivité. Le simple fait de nommer la croupe, le sein, c'est une violation de la pudeur pour l'époque. Et il y a un autre poème qui a dû les faire s'étrangeler, c'est Les Métamorphoses du vampire. Là, on franchit encore un cap. Le poème met en scène une union sexuelle avec une femme qui se révèle être une sorte de succube. La première partie est très érotique. Puis, juste après l'amour, il se tourne pour l'embrasser et il ne trouve plus qu'un outre au flanc gluant, toute pleine de puces. La femme sublime s'est transformée en une chose immonde. C'est ça la signature Baudelaire, l'association brutale de l'érotisme et du macabre, de la jouissance et de la décomposition. Montrer que sous la peau la plus désirable se cache déjà le squelette. Pour la justice du Second Empire, c'est la transgression ultime. Baudelaire est donc condamné. Son œuvre est mutilée. C'est une blessure narcissique terrible pour lui. On aurait pu penser qu'il allait se calmer, rentrer dans le rang. Mais c'est très mal le connaître. Loin de là. Sa réponse ne sera pas un pamphlet. Sa réponse sera poétique. 4 ans plus tard, en 1861, il prépare une deuxième édition des Fleurs du Mal. Et ce n'est pas une simple réimpression, c'est une refonte totale, une contre-attaque. Il obéit à la loi Écrin, il retire les 6 poèmes condamnés. Mais il ne les laisse pas en blanc. Il ajoute 35 nouveaux poèmes.
Il augmente son œuvre. Et surtout, il insère une section entièrement nouvelle, tableau parisien. Et ça change tout. Dans la première édition, le voyage était surtout intérieur, le combat du spleen et de l'idéal. Avec les tableaux parisiens, Baudelaire tourne son regard vers l'extérieur. Il devient le poète de la grande ville moderne, de la foule, de la solitude urbaine. On y trouve le fameux poème « À une passante ». Le poète est dans la rue, et soudain, dans la foule, il croise le regard d'une femme, un éclair. Il voit en elle la femme de sa vie, mais elle passe, elle disparaît. L'amour idéal est possible, mais il ne dure qu'une seconde dans la ville moderne. Cette nouvelle édition est donc bien plus qu'une version corrigée. C'est une œuvre transformée, plus complexe, plus sombre peut-être. Et c'est là que tout se joue. Après avoir été puni pour avoir cherché la beauté dans le mal, est-ce que Baudelaire a fait marche arrière? Est-ce que cette nouvelle édition est une version adoucie? Ou est-ce qu'au confet, en ajoutant la dimension de la ville, de l'aliénation, il a plongé encore plus profondément dans les ténèbres, trouvant une rébellion plus subtile, mais peut-être encore plus radicale? La réponse est cachée dans le dédale de ces nouveaux poèmes. Et pour la trouver, il faut accepter de se perdre avec lui. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.